Les appels vidéo sont censés nous rapprocher, mais parfois, ils deviennent la dernière chose qu'une personne fait de sa vie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 histoires vraies où des personnes sont mortes pendant un appel vidéo. Ces moments ont été vus en direct par des amis, des proches ou des collègues, transformant des appels ordinaires en scènes d'horreur. Chaque histoire est différente, mais toutes posent la même question. Que s'est-il réellement passé de l'autre côté de l'écran ? Nous sommes le 20 mars 2023 à Houston, au Texas. Ce qui avait commencé comme une journée normale a rapidement tourné au cauchemar. Zevaya Flanagan, âgée de 2 ans, venait d'être récupérée à la crèche par son père, Deontre Flanagan, 26 ans. Personne ne savait alors que ce serait la dernière fois qu'on la verrait vivante. Deontre et la mère de Zevaya, Kirsten Watson, étaient séparés depuis quelque temps. Leur relation s'était mal terminée et les choses s'étaient empirées après la rupture. Deontre était devenu jaloux et colérique, surtout en pensant que Kirsten avait refait sa vie avec un autre homme. Ce matin-là, Kirsten travaillait dans un Walmart au nord du comté de Harris lorsque Deontre est arrivé sur place. Il a fait irruption dans le magasin, a attrapé leur fille et a exigé le code de déverrouillage du téléphone de Kirsten. Il a menacé de faire du mal à Zevaya si elle ne le lui donnait pas. Paniqué pour la sécurité de sa fille, Kirsten lui a donné le code, espérant qu'il se calmerait, mais ce ne fut pas le cas. Il a pris Zevaya, le téléphone, et s'est enfui du magasin. Kirsten a immédiatement prévenu la police, leur expliquant les menaces de Deontre et son comportement instable. Elle a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il emmenait leur fille sans autorisation. Mais cette fois, c'était différent, bien pire. Peu après, Deontre a entraîné les forces de l'ordre dans une course-poursuite dangereuse de 45 minutes à travers le comté de Harris. Il a roulé à toute vitesse, percuté d'autres véhicules, emprunté des routes à contresens. Pendant tout ce temps, Zevaya était dans la voiture, non attachée en danger. Au cours de cette poursuite, Deontre a passé un appel FaceTime à Kirsten. Ce qu'elle a vu sur l'écran était insoutenable. Deontre s'en prenait physiquement à leur fille en direct. Kirsten ne pouvait que hurler et le supplier d'arrêter. Elle lui criait que c'était sa fille, qu'elle l'aimait. Mais Deontre ne s'est pas arrêté. À un moment, il a dit qu'elle n'aimait que cet autre homme et que c'était elle qui avait causé ça à leur enfant. Le père de Kirsten, Curtis Watson, était également en ligne pendant l'appel. Il a tenté de raisonner Deontre, mais en vain. Plus tard, il a raconté que Deontre lui avait montré le corps sans vie de sa petite fille à travers le téléphone. La douleur qu'il a ressentie à cet instant, il a dit que personne ne devrait avoir à la vivre. La police a pu localiser Deontre grâce à la géolocalisation du téléphone. Ils ont fini par le rattraper, mais il a refusé de s'arrêter. Il a continué à conduire dangereusement jusqu'à ce qu'il s'écrase. Après une confrontation tendue de 20 minutes, l'unité spéciale d'intervention, SWAT, l'a arrêté. Zevaya a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais les blessures qu'elle avait subies, tant pendant la poursuite que dans la voiture, étaient trop graves. Elle n'a pas survécu. Kirsten a été laissée avec une douleur que les mots ne peuvent exprimer. Elle avait pourtant tenté de prévenir les autorités au sujet de Deontre. Elle avait déposé des signalements alertant qu'il était instable et potentiellement dangereux. Mais aucune mesure n'avait été prise à temps. Désormais, elle devait affronter une perte que personne ne devrait connaître. L'enquête a bouleversé toute la communauté. Les documents du tribunal ont révélé des détails encore plus troublants, notamment la vidéo de l'appel FaceTime où l'on entendait Kirsten crier que sa fille était en train de se faire maltraiter. L'équipe juridique de Deontre a affirmé que la mort de l'enfant était due à l'accident de voiture, mais le jury n'a pas été convaincu. Ils l'ont reconnu coupable d'avoir intentionnellement pris la vie de sa fille. Durant le procès, le comportement de Deontre est resté instable. À un moment donné, il a même tenté de s'en prendre à une caméra de presse dans la salle d'audience et a dû être maîtrisé. Finalement, il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le jour où Zevaya aurait fêté son 3e anniversaire, Kirsten et sa famille se sont réunis pour honorer sa mémoire. Ils ont lâché des ballons dans le ciel, gardant vivant le souvenir de la petite fille. Même si rien ne pourra effacer ce drame, ceux qui aimaient Zevaya continuent de la faire vivre à travers leur mémoire. Son histoire est douloureuse, mais elle ne sera jamais oubliée. Nous sommes en 2023 dans le village tranquille de Montefalcione, au sud de l'Italie. Maria Antonietta Cutillo, une adolescente de 16 ans, venait de terminer ses devoirs et avait décidé de se détendre dans un bain chaud. Comme beaucoup de jeunes, elle restait en contact avec ses amis pendant ses moments de repos. Ce soir-là, elle était en appel vidéo avec sa meilleure amie, Fabi. Son téléphone était branché et en train de charger à proximité pendant qu'elle discutait. Ce qui semblait être un moment anodin allait soudainement virer au drame. Pendant que Maria se relaxait dans la baignoire, son téléphone lui échappa des mains et tomba dans l'eau. Toujours connecté à son chargeur, l'appareil provoqua un court-circuit. Le courant électrique se propagea instantanément dans l'eau. Maria était encore en ligne avec Fabi lorsque cela s'est produit. La connexion coupa brusquement. Fabi,
d'abord confuse puis inquiète, tenta de la rappeler, mais sans réponse. Elle appela immédiatement les services d'urgence, leur demandant d'aller vérifier ce qui s'était passé. Mais à leur arrivée, il était déjà trop tard. Maria avait succombé à l'électrocution. Lorsque les secours arrivèrent sur place, ils trouvèrent le corps sans vie de Maria dans la baignoire. Le téléphone, en tombant dans l'eau, avait provoqué une décharge électrique fatale. Ses parents n'étaient pas à la maison à ce moment-là et sont rentrés pour découvrir la scène déchirante de la mort soudaine de leur fille. Les carabiniers de la compagnie de Mirabella et Claano ouvrirent une enquête immédiatement. Ils interrogèrent les premiers intervenants et commencèrent à rassembler des informations. Certains éléments laissaient penser que Maria avait peut-être essayé de récupérer son téléphone ou avait touché la prise de courant. Des brûlures sur son corps venaient appuyer cette hypothèse. Une autopsie fut ordonnée pour déterminer avec précision la cause du décès. La nouvelle de la mort de Maria se répandit rapidement à Montefalcione. La communauté était sous le choc. Une journée ordinaire s'était terminée de la pire des façons. Fabi, profondément bouleversée, publia un hommage à Maria sur TikTok, racontant leurs derniers instants et sa douleur. Elle confia entendre sans cesse les derniers mots de Maria résonner dans sa tête et combien il lui était difficile d'accepter ce qui s'était passé. Elle se souvenait de son rire, de ses yeux verts et de la chaise vide qu'elle laisserait désormais derrière elle à l'école. Pendant ce temps, les autorités poursuivaient leur enquête. L'histoire, relayée par les médias, dépassa rapidement les frontières du village. À travers toute l'Italie et au-delà, les gens furent touchés par les circonstances tragiques du drame et beaucoup commencèrent à parler des dangers d'utiliser des appareils électroniques à proximité de l'eau. Malheureusement, ce n'était pas la première fois qu'un tel drame survenait. En 2020, une adolescente française de 15 ans, Tiffaine, avait perdu la vie dans des circonstances similaires, son téléphone étant en charge dans la baignoire. Un an plus tôt, à Amsterdam, une jeune fille de 13 ans avait également été électrocutée dans des conditions semblables. Elle avait survécu, mais souffrait de perte de mémoire et avait dû suivre une longue convalescence. Ces incidents montrent à quel point ce qui semble anodin, utiliser un téléphone dans le bain, peut devenir mortel si l'appareil est en charge. Des experts, notamment de l'organisation Electrical Safety First, mettent en garde depuis longtemps contre l'utilisation d'appareils électroniques près de l'eau, surtout lorsqu'ils sont branchés. L'association de l'eau, de l'électricité et de la peau nue, en particulier dans une salle de bain, peut être extrêmement dangereuse. Dans le cas de Maria, les enquêteurs espéraient que l'autopsie apporterait plus de clarté. Sa famille, elle, tentait de faire face à une perte aussi brutale qu'inattendue. La communauté entière cherchait à comprendre comment une soirée si ordinaire avait pu tourner au drame. La disparition de Maria nous rappelle à quel point tout peut basculer en un instant. Ce qui s'est passé dans cette salle de bain n'était pas un simple accident. C'était une série d'événements tragiques qui ont coûté la vie à une jeune fille bien trop tôt. Son histoire, et celle d'autres jeunes victimes comme elle, témoignent des dangers insoupçonnés liés à l'usage de la technologie au quotidien et de la prudence essentielle à adopter. Alors que l'enquête se poursuivait, une chose était sûre, l'absence de Maria laisserait un vide immense dans sa famille, parmi ses amis et dans tout le village. Nous sommes le 21 mai 2020 à Amityville, dans l'État de New York. Un homme nommé Dwight Powers, âgé de 72 ans, participait à une réunion habituelle des alcooliques anonymes via Zoom. Il était chez lui, connecté avec une vingtaine d'autres participants. Ces réunions étaient devenues une routine pour lui, un espace d'échange et de soutien dans son parcours de rétablissement. Dwight était connu pour être discret et réservé. Ce jour-là, la réunion avait commencé normalement, il était un peu après-midi et tout semblait calme, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Au cours de l'appel, Dwight disparut soudainement de l'écran. Au début, les autres pensèrent à un bug de la caméra ou crurent qu'il s'était simplement éloigné. Mais très vite, quelque chose sembla anormal. Un homme entra dans le champ de la caméra, c'était le fils de Dwight, Thomas Scully Powers, âgé de 32 ans. Ce qui alarma tout le monde, c'est qu'il était complètement nu. Au départ, les participants ne comprirent pas ce qu'ils voyaient, mais lorsque Thomas commença à retirer les draps du lit pour les étaler par terre, l'ambiance changea brusquement. On réalisa alors qu'il essayait probablement de cacher quelque chose, en l'occurrence, ce qui semblait être le corps de son père. Comprenant qu'ils assistaient à quelque chose de grave, les participants paniquèrent. Ils tentèrent de comprendre ce qui venait de se passer. Certains essayèrent de parler, d'autres de contacter les autorités, mais un obstacle se dressait. Personne ne connaissait l'adresse exacte de Dwight. Pendant 10 à 15 minutes, ils s'efforcèrent de retrouver où il vivait, priant pour ne pas être arrivés trop tard. Entre-temps, Thomas remarqua que la caméra était toujours allumée. Il la couvrit rapidement, mais il était trop tard. Les témoins avaient déjà vu assez pour savoir qu'un drame venait de se produire. Finalement, le groupe parvint à alerter la police.
Lorsque les agents arrivèrent au domicile de Dwight, Thomas tenta de s'échapper. Il ouvrit brièvement la porte, la referma violemment, puis s'enfuit par une fenêtre du 2e étage. Il courut à travers le quartier, mais fut retrouvé environ 1 heure plus tard, à l'angle de Ketchum Avenue et Cedar Street. Il avait subi quelques blessures légères lors de sa fuite et fut transporté à l'hôpital sous surveillance policière. À l'intérieur de la maison, les policiers découvrirent une scène profondément troublante. Les enquêteurs apprirent que Thomas avait attaqué son père avec plusieurs couteaux de cuisine. Selon le procureur du comté de Suffolk, Thomas a reconnu avoir utilisé plusieurs lames car elles se pliaient pendant l'agression. Dwight avait reçu environ 15 coups, notamment au cou, au dos et au torse. Par la suite, Thomas avait tenté de dissimuler le corps de son père sous des draps et d'effacer les preuves. Les policiers retrouvèrent les couteaux et purent reconstituer les événements grâce aux objets présents sur les lieux et aux témoignages des participants à l'appel Zoom. Thomas Scully Powers fut arrêté et inculpé pour homicide au 2e degré. L'affaire bouleversa la communauté locale, non seulement à cause de la violence du crime, mais aussi parce qu'il avait été partiellement diffusé en direct devant un public en ligne. Beaucoup des personnes présentes s'attendaient à une réunion de soutien classique. À la place, elles assistèrent à un événement dont elles ne se remettraient pas de sitôt. Certains témoins ont ensuite parlé de la confusion et de la peur qu'ils avaient ressentie. D'abord, ils crurent à un simple souci technique. Puis, en voyant Thomas agir de manière aussi étrange, ils comprirent que quelque chose de grave se produisait. L'impuissance de ne pas pouvoir intervenir en temps réel rendait la situation encore plus traumatisante. Voir un drame aussi brutal se dérouler en direct a profondément marqué beaucoup d'entre eux. La police a indiqué que Thomas avait tenté de fuir une nouvelle fois, mais avait été rapidement maîtrisé. Quant à son mobile, il reste incertain. Les enquêteurs ont donné peu d'informations sur la relation entre lui et son père. On ignore s'il s'agissait d'un acte prémédité ou d'un geste impulsif, mais l'intensité de l'agression laissait penser à un conflit émotionnel profond. Ce qui s'est passé durant cet appel Zoom n'était pas simplement perturbant, c'était un choc total. Une après-midi ordinaire, une réunion banale s'est transformée en cauchemar, laissant une empreinte durable sur tous ceux qui y ont assisté. Et pour ceux qui connaissaient Dwight Powers, la perte fut immense, douloureuse et difficile à accepter. Il était tôt le matin du 25 septembre 2022 à Kingston, dans le sud-ouest de Londres. James East, un responsable du développement commercial de 25 ans, originaire de Swansea, fêtait une soirée avec sa petite amie, Arabella Ashfield, et les amis de celle-ci. Ils étaient au club Prism pour célébrer les 18 ans de la sœur d'Arabella. La soirée était remplie de rires et de joie, jusqu'à ce qu'un drame vienne tout bouleverser. James et Arabella étaient en couple depuis environ 1 an et demi. À un moment donné dans la nuit, ils se sont perdus de vue. Arabella est restée à l'intérieur du club pendant que James sortait. Souhaitant la retrouver, il l'a appelée en FaceTime. Ce fut le dernier moment qu'elle passerait avec lui. Sur l'écran, James semblait bouleversé. Il était assis sur le bord du pont de Kingston, visiblement en détresse. Les larmes aux yeux, il murmura un simple « Je suis désolé » à Arabella. Avant qu'elle ne puisse réagir, il s'est penché en arrière. Quelques instants plus tard, un bruit de plongeon se fit entendre à travers le téléphone. Arabella se souvient avoir crié, paniqué, en disant au petit ami de sa sœur qu'il devait se rendre immédiatement sur place. Elle courut vers le pont aussi vite qu'elle le pouvait, espérant le retrouver. Mais à son arrivée, James avait déjà disparu. Elle alerta aussitôt la police. Une équipe de recherche fut rapidement dépêchée. Les secours, policiers, pompiers, ambulanciers, ainsi que des embarcations de la Royal National Lifeboat Institution se sont mobilisés pour fouiller les eaux sombres et glacées de la Tamise. Peu de temps après, ils retrouvèrent les baskets de James flottant sous le pont, confirmant qu'il était bien tombé à l'eau. Les recherches se poursuivirent pendant des heures. Vers 4 heures du matin, les équipes de secours découvrirent son corps face contre l'eau. Il fut hissé à bord d'un canot de sauvetage, mais il était déjà trop tard. James fut transporté d'urgence à l'hôpital de Kingston. Les équipes médicales tentèrent de le réanimer par massage cardiaque et défibrillation, mais il fut déclaré mort vers 7 heures du matin. Sa mère, Sarah East, qui avait parlé avec lui la veille, était anéantie. Elle s'apprêtait à venir à Londres pour l'encourager lors du marathon auquel il se préparait. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à devoir identifier le corps de son fils. L'autopsie a révélé des traces de stimulants dans l'organisme de James. Un petit sachet de poudre blanche fut également retrouvé près de son téléphone sur les lieux. Toutefois, le médecin légiste a conclu à un accident. Rien n'indiquait que l'alcool ou la drogue ait joué un rôle majeur. Le docteur Anton Van Delen, le coroner, a expliqué que ce type d'incident pouvait survenir, surtout lorsque des jeunes sortent tard le soir et commettent une simple erreur. La mort de James a profondément choqué ses proches. Il débordait de potentiel. Passionné de football, il avait même joué avec des clubs comme Leicester City.
Après avoir quitté Swansea pour étudier la finance et l'économie à Londres, il était resté très proche de sa famille et venait de décrocher un poste prometteur chez Tribe où il s'épanouissait. Sa mère a confié combien Arabella avait apporté de bonheur à son fils. Elle a affirmé que ces 18 mois furent les plus heureux de sa vie. Le couple venait d'adopter un chiot et projetait d'emménager ensemble. Jusqu'à ce qu'il s'écroule brutalement. Arabella, bouleversée, s'est d'abord demandé si James avait sauté volontairement. Mais le coroner a écarté cette hypothèse, estimant qu'il avait probablement perdu l'équilibre en étant assis sur le muret du pont. Sa mort, bien que tragique, n'était pas intentionnelle. Le docteur Van Delen a souligné que de nombreux jeunes londoniens sortent et profitent de leur week-end. Malheureusement, il arrive que les choses tournent mal. Ce soir-là, James était de bonne humeur. Rien ne laissait présager un drame. James a laissé une forte impression autour de lui. Sa sœur, Abigail, a raconté que même son patron, qui ne le connaissait que depuis 6 semaines, avait fait le déplacement jusqu'à ses funérailles. Il avait déclaré qu'il avait su dès l'entretien d'embauche que James était une personne exceptionnelle. La cérémonie était pleine de personnes touchées par sa gentillesse. Quelques jours avant le marathon de Londres, la vie de James s'est brutalement arrêtée. Mais Arabella et sa sœur ont décidé de courir en sa mémoire pour honorer le jeune homme qu'elles avaient tant aimé et perdu. Nous étions le 11 août 2021 à Altamont Springs en Floride. Shamaya Lynn, une jeune mère de 21 ans et maman de 2 enfants, participait à un appel Zoom avec ses collègues depuis son appartement. Elle tentait de jongler entre son travail et la garde de ses tout-petits. Pendant la réunion, un événement inattendu s'est produit. Un bruit fort a retenti et Shamaya a soudainement disparu de l'écran. Quelques instants plus tôt, elle parlait normalement. L'un de ses collègues l'a vue basculer en arrière sur sa chaise et a tout de suite compris que quelque chose de grave venait de se passer. En arrière-plan, on pouvait entendre un bébé pleurer. Le collègue a immédiatement composé le 911, expliquant à l'opératrice qu'il pensait que Shamaya avait été grièvement blessée. Les secours sont arrivés rapidement sur place. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont rien pu faire. Shamaya avait reçu une blessure mortelle à la tête. La scène était bouleversante et tous ceux qui l'avaient vue à l'écran étaient sous le choc. L'enquête a révélé une vérité dévastatrice. L'un des tout-petits de Shamaya, âgé de seulement 2 ans, avait mis la main sur une arme à feu chargé. L'arme appartenait au petit ami de Shamaya, Veondre Avery, et avait été laissée dans un sac à dos Paw Patrol dans la chambre. L'enfant, ne comprenant pas le danger, a accidentellement tiré. La balle a touché Shamaya alors qu'elle était assise à son ordinateur. Les enquêteurs ont conclu que l'arme n'était pas sécurisée et facilement accessible pour un enfant. Shamaya ignorait totalement sa présence. Les collègues présents sur Zoom n'avaient aucune idée de ce qui était en train de se passer. Ce qui avait commencé comme une réunion de travail banale s'est terminé en tragédie à cause d'un moment de négligence. L'enfant à l'origine du coup de feu n'a pas été blessé. Un autre tout petit, également présent dans l'appartement, était sain et sauf. Mais l'impact émotionnel sur les enfants et la famille sera durable. Les enfants ont été confiés à des proches. Leur vie a jamais bouleversé. Veondre Avery n'était pas à la maison au moment du drame. Il est revenu peu après et a trouvé Shamaya inerte. Pris de panique, il a appelé le 911. Il a déclaré à l'opératrice qu'il venait de rentrer et avait trouvé sa compagne inconsciente, couverte de sang. Il a tenté de la ranimer en pratiquant un massage cardiaque, mais c'était trop tard. En raison de son état émotionnel et de la présence d'autres armes à feu dans l'appartement, la police l'a menotté par précaution. Il a ensuite été inculpé pour homicide involontaire et non-sécurisation d'une arme à feu. Les autorités ont rappelé que jamais une arme ne devrait être laissée à la portée d'un enfant. L'officier Roberto Ruiz Jr. a publiquement exhorté tous les propriétaires d'armes à les stocker de manière sécurisée, affirmant que des tragédies comme celle-ci peuvent être évitées. La mort de Shamaya n'était malheureusement pas un cas isolé. Selon l'organisation Everytown for Gun Safety, rien qu'en 2020, il y a eu 369 tirs accidentels par des enfants aux États-Unis, causant 142 décès. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Quelques jours avant le décès de Shamaya, une tragédie similaire avait eu lieu en Caroline du Nord, où un enfant avait accidentellement tué son père. Quelques mois plus tôt, une autre enfant avait trouvé une arme dans le sac de sa mère et avait causé sa mort de manière involontaire. Chaque cas suit le même schéma, des enfants en bas âge accédant à des armes non sécurisées. La perte de Shamaya Lynn a plongé sa famille et sa communauté dans le deuil. On se souvient d'elle comme d'une mère douce, aimante, pleine d'avenir. Ses enfants, désormais privés de leur mère, sont le rappel quotidien de la fragilité de la vie. L'affaire judiciaire de Veondre Avery a attiré l'attention sur l'importance du rangement responsable des armes à feu. Il encourait jusqu'à 15 ans de prison. Qu'il ait voulu ou non ce qui s'est passé, les conséquences étaient irréversibles.
Des histoires comme celle-ci continuent de nourrir les débats autour de la sécurité, de la responsabilité et de la prévention. L'espoir est que l'on puisse tirer des leçons de ces drames avant qu'une autre vie innocente ne soit perdue. Pour ceux qui connaissaient Shamaya, sa mémoire perdure, non seulement en tant que victime d'une erreur tragique, mais en tant que mère qui méritait plus de temps.